Chapitre 21. Une légende dit que, à l'instant où le duc Leto mourut, un météore traversa le ciel au-dessus du castel ancestral de Caladan. Introduction à l'histoire du Muad'Dib enfant par la princesse Irulan. Le baron Vladimir Harkonnen se tenait devant une des baies d'observation de la nef, où il avait installé son poste de commandement. Au dehors, la nuit d'Arrakis s'était embrasée. L'attention du baron était fixée sur le lointain bouclier où se déchaînait son arme secrète, l'artillerie à explosifs. Les canons pilonnaient les cavernes où les hommes du duc avaient trouvé refuge pour une ultime résistance. Morsures de feu, pluie de rochers et de poussière entrevues en un éclair. Les hommes du duc étaient murés là-bas comme des animaux pris au piège, condamnés à périr de famine. Le baron percevait cet incessant martèlement, ce roulement de tambour qui lui transmettait la coque de métal du vaisseau. Broum, broum, puis broum, broum. Utiliser l'artillerie au temps des boucliers. Il fallait y penser. Cette pensée était comme un rire d'exultation. Il était facile de prévoir que les hommes du duc se précipiteraient dans ces cavernes. L'empereur saura certainement apprécier l'habileté avec laquelle j'ai ménagé nos forces communes. Il réglera un des suspendeurs qui protégeait son corps adipeux de l'emprise de la pesanteur. Un sourire vient déformer sa bouche et plisser ses joues. Quel dommage de perdre des hommes de cette valeur, se dit-il. Son sourire devint plus large. Il rit, à présent. Quel dommage d'être cruel. Il hocha la tête. L'échec était, par définition, condamné. L'univers tout entier était ouvert à l'homme capable de prendre les décisions adéquates. Et il fallait forcer les lapins à se cacher dans leur terrier. Sans cela, comment les dominer? Comment les élever? Les combattants là-bas étaient comme des abeilles, harcelant et guidant les lapins. Et le baron songea, l'existence est comme un bourdement très doux, quand tant d'abeilles travaillent pour vous. Derrière lui, une porte s'ouvrit. Le baron jeta un coup d'œil rapide au reflet dans la baie avant de se retourner. Peter de Vries entra, suivant Douman Koudou, le capitaine de la garde personnelle du baron. Au-delà du seuil, il y avait des hommes, ses gardes. Ils arboraient cette expression de moutons soumis qu'ils avaient en sa présence. Le baron fit face à ses visiteurs. Peter porta un doigt vers son front en une esquisse de salut moqueur. « Bonne nouvelle, monseigneur. Les Sardaukar ont emmené le duc. »« Bien sûr, grommela le baron. » Ils examinaient le sombre masque de la Vélénie sur le visage efféminé du Menta. Et ses yeux, ses deux fentes bleues. Bientôt, je devrais m'en débarrasser. Bientôt, il ne me sera plus facile et il deviendra un danger positif. Néanmoins, tout d'abord, il faut que la population d'Arrakis s'en vienne à le haïr, afin d'accueillir plus tard mon cher Feyd-Rautha comme un sauveur. Le baron remporta son attention sur le capitaine des gardes, Ouman Koudou. Des mâchoires nettes, les muscles faciaux tendus, le menton comme la pointe d'une botte. Un homme dont les vices étaient bien connus et en qui on pouvait avoir confiance. Tout d'abord, où est le traître qui me livre le duc? Demanda le baron. Il doit recevoir sa récompense. Peter pivota sur la pointe des pieds et fit un geste à l'intention des gardes. Il y eut quelques mouvements. Noir et hué s'avança. Ses gestes étaient raides, tendus. Sa moustache tombait morte. De part et d'autre de ses lèvres violettes, seuls ses yeux semblaient vivants. Il fit 3 pas dans la pièce et sur un geste de Peter s'arrêta. Immobile, il regardait le baron. « Ah, docteur Wei, monseigneur Harkonnen, vous m'avez livré le duc à ce que l'on me dit. Telle était ma part du marché, monseigneur. » Le baron regarda Peter. Peter acquiesça. Le baron revint à Wei. « Exactement, le marché convenu, hein? » Et il parut cracher les mots.
Qu'étais-je censé faire en retour? Vous vous en souvenez parfaitement, monseigneur Harkonnen. Et Wei se mit à penser, à prêter l'oreille au silence énorme des horloges de son esprit. Il avait su lire dans les gestes du baron, dans ses paroles. Wanna était morte. Elle leur avait échappé pour toujours. Et si cela n'avait pas été, il aurait maintenu une emprise sur lui, le faible docteur. Mais il n'avait plus d'emprise, plus rien. Vraiment, dit le baron, vous m'avez promis de délivrer ma Wanda de ses souffrances. Le baron hocha la tête. Ah oui, je m'en souviens, mais je l'ai fait. Telle était ma promesse. C'est ainsi que nous avons fait fléchir le conditionnement impérial. Vous ne pouviez supporter de voir votre sorcière Bene Gesserit se tordre dans les amplificateurs de souffrance de Peter. Eh bien, le baron Vladimir Harkonnen a tenu sa promesse. Il la tient toujours. Je vous avais dit que je libérerais votre Wanda de ses souffrances et que je vous autoriserais à la rejoindre. Qu'il en soit donc ainsi. Et il tendit la main vers Peter. Les yeux bleus du Manta flamboyèrent. Son mouvement, soudain et fluide, fut celui d'un chat. Le couteau dans sa main brilla comme une griffe. Il le plongea dans le dos de Wei. Le vieil homme se raidit. Ses yeux ne quittèrent pas le baron. « Rejoignez-la donc !» lança le baron. Wei oscilla. Ses lèvres bougèrent, lentement, avec précision, et sa voix, quand il parla avec un rythme étrange. « Vous pensez que vous m'avez détruit ? Vous croyez que je ne sais pas ce que j'ai acheté pour ma Wanna ?» Il tomba, sans se courber. Il ne s'effondra pas. Il tomba comme un arbre. « Rejoignez-la donc, répéta le baron, mais ces mots étaient sans écho. Wei venait d'installer en lui de l'appréhension. Ses yeux se portèrent sur Peter. Il le vit qui essuyait la lame avec un chiffon. Il vit une douce satisfaction dans le bleu de ses yeux. C'est ainsi qu'il tue de sa main, songea-t-il. Voilà qui est bon à savoir. Il nous a donc vraiment livré le duc, demanda-t-il. Certainement, monseigneur. Qu'on l'amène alors. Peter regarda le capitaine qui pivota pour obéir. Les yeux du baron s'abaissèrent sur le corps de Huée. L'homme était tombé comme un chêne, comme si chacun de ses os avait été fait de bois dur. Je ne parviendrai jamais à faire confiance à un traître, dit-il, même un traître créé de ma main. Il regarda la baie envahie de nuit. Tout ce noir là dehors était à lui. Le grondement de l'artillerie avait cessé. Les cavernes de boucliers étaient scellées. Maintenant. Tout à coup, l'esprit du baron ne pouvait plus concevoir quelque chose de plus beau que cette noirceur, ce vide total, ou bien du blanc sur ce noir. Un blanc laqué, un blanc de porcelaine. Mais il y avait toujours ce doute en lui. Qu'avait donc voulu dire ce vieux fou de docteur ? Bien sûr, il avait dû se douter du sort qui lui était réservé, mais qu'avait-il dit ? Vous pensez que vous m'avez détruit ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Le duc Leto Atréide apparut sur le seuil. Ses bras étaient maintenus par des chaînes. Son visage d'oiseau de proie était maculé. Son uniforme était déchiré là où était fixé son insigne. Les trous, à sa taille, révélaient que sa ceinture bouclier avait été arrachée. Son regard était celui d'un dément. « Eh bien, dit le baron. » Il hésitait, aspirant profondément. Il savait qu'il avait parlé d'une voix trop forte. Et cet instant longuement espéré avait déjà perdu un peu de sa saveur. Maudit soit ce docteur pour l'éternité. « Je pense que le bon duc est drogué, dit Peter. C'est ainsi que Huée nous l'a amené. » Il se tourna vers le duc. « N'êtes-vous pas drogué, mon cher duc ?» La voix était lointaine. Leto pouvait sentir les chaînes, la douleur de ses muscles, ses lèvres craquelées, ses joues brûlantes et la soif qui cruissait dans sa bouche. Mais les sons étaient étouffés, altérés par une épaisse couverture. Il ne discernait au travers de cette couverture que des formes incertaines. « Et la femme et le garçon, Peter ?» demanda le baron, « toujours rien ?»
La langue du manta courut sur ses lèvres. « J'ai posé une question, lança le baron. Alors ?» Peter regarda le capitaine puis le baron. « Les hommes auxquels cette tâche avait été confiée, monseigneur, ont été retrouvés. Eh bien, ont-ils fait un rapport satisfaisant ? Ils sont morts, monseigneur. Bien entendu. Mais ce que je veux savoir, c'est, ils ont été retrouvés morts, monseigneur. Le baron devient livide. Et la femme et le garçon ? Aucune trace, monseigneur. Mais il y avait un verre. Il est arrivé au moment où l'on explorait les lieux. Peut-être que cela s'était-il passé ainsi que nous le souhaitions, comme un accident. Il est possible que... Nous ne pouvons nous fier à des possibilités, Peter. Et l'omnitopère, porté marquant. Cela ne te dit rien, Manta ? Il est évident qu'un des hommes du duc a réussi à s'enfuir avec monseigneur. Il a tué le pilote. Quel est cet homme ? Un tueur parfait, silencieux. Awat, peut-être, monseigneur. Ou ce Alec. Il est aussi possible que ce soit Idaho, ou un lieutenant important. Des possibilités, murmura le baron, et ses yeux revinrent à la silhouette vacillante du duc. Nous contrôlons la situation, monseigneur, dit Peter. Non ! Où est ce stupide planéotologiste, cet homme qui naisse ? Nous savons où le trouver, monseigneur, et l'on est parti le chercher. Je n'aime pas la façon dont ce serviteur de l'empereur nous a servi, nous, grommela le baron. Les mots traversèrent difficilement l'épaisse couverture, mais certains brûlaient l'esprit de Leto. Aucune trace de la femme et du garçon. Paul et Jessica étaient parvenus à s'enfuir, et l'on ne savait rien du destin de Awat, d'Alec ou d'Iao. Il subsistait un espoir. « Où est l'anneau ducal ?» demanda le baron. « Il ne l'a pas au doigt ?» Les Sardaukars ont dit qu'il ne l'avait pas lorsqu'on l'a emmené, monseigneur, dit le capitaine des gardes. « Peter, tu as tué le docteur trop vite, dit le baron. C'était une faute. Il aurait dû m'avertir. Tu as agi en hâte contre le bien de notre entreprise. » Il fronça les sourcils. Des possibilités. La pensée s'insinua lentement dans l'esprit de Leto. Paul et Jessica se sont enfuis. Mais il y avait aussi une autre chose dans sa mémoire. Un marché. Il pouvait presque s'en souvenir. La dent. Cela lui revenait en partie. Un gaz mortel dans une fausse dent. Quelqu'un lui avait dit de s'en souvenir. La dent était dans sa bouche. Il pouvait la sentir sous sa langue. Il suffisait de mordre très fort. Pas encore. Quelqu'un lui avait dit d'attendre auprès du baron. Qui ? Il ne parvenait pas à s'en souvenir. Combien de temps resta-t-il ainsi ? Demanda le baron. Peut-être 1 heure encore, monseigneur. Peut-être. À nouveau, le baron se tourna vers la baie vers la nuit. J'ai faim, dit-il. Cette forme grise là-bas, c'est le baron, pensa Leto. La forme allait et venait, se balançait dans la pièce qui se dilatait puis se contractait, tantôt claire, tantôt sombre. Puis elle disparut dans les ténèbres. Le temps, pour le duc, devint une succession de niveaux. Il flottait vers le haut, les traversant l'un après l'autre. Attendre. Il y avait une table. Il la voyait très clairement. Un homme adipeux était assis à l'autre extrémité. Devant lui, il y avait les restes d'un repas, et Leto était assis en face du gros homme. Il sentait les chaînes sur lui, les liens qui le maintenaient sur son siège. Il savait que le temps avait passé. Mais combien de temps ? Je crois qu'il revient à lui, baron. Voix soyeuse, Peter. Je le vois, Peter. Basse condamne, le baron. L'environnement se faisait plus net. Le siège devenait ferme, les liens plus tangibles et durs. Il vit nettement le baron. Ses mains, ses gestes, le bord d'une assiette, le manche d'une cuillère. Un doigt qui suivait la ligne de sa mâchoire. Cette main qui bougeait fascinait Leto. « Vous pouvez m'attendre, duc Leto, dit le baron. Je sais que vous le pouvez. Nous voulons savoir où trouver votre concubine et l'enfant que vous avez conçu. » Leto ne bougea pas. Les mots le baignaient de calme. C'est donc vrai. Ils ne les ont pas. Ceci n'est pas un jeu, gronda le baron. Vous devez le savoir. Il se pencha
étudiant le visage de Leto. Il était irrité que ceci dût se dérouler ainsi, sans intimité. Il aurait dû être seul, face à face. Que d'autres puissent découvrir la noblesse sous de tels aspects. Voilà qui crée un fâcheux précédent. Leto sentait revenir ses forces, et le souvenir de la fausse dent, soudain, fut comme un immense clocher dressé au centre d'une plaine dans son esprit. Dans cette dent, il y avait une capsule dont la forme était exactement celle d'un nerf, du gaz mortel, et le duc se rappelait qu'il avait implanté cette arme dans sa bouche. Huet. Souvenir brumeux d'un corps traîné dans la pièce où il s'était lui-même trouvé. Souvenir comme une trace vaporeuse. Huet. Entendez-vous ce bruit, duc Leto demanda le baron. Leto prit conscience alors qu'un cri, comme l'appel nocturne d'une grenouille, le gémissement étouffé de quelqu'un qui agonisait. Nous avons capturé l'un de vos hommes. Il était déguisé en frément, répondit le baron. Nous n'avons pas eu de mal à le découvrir. À cause des yeux, bien sûr. Il prétend avoir été envoyé parmi les Fremen pour les espionner. Mais mon cher cousin, j'ai vécu pendant un certain temps dans cette planète. On n'espionne pas ces canailles du désert. Dites-moi, auriez-vous acheté leur assistance? Leur avez-vous envoyé votre femme et votre fils? La peur étreignit la poitrine de Leto. Si Huet les a confiés au peuple du désert, la chasse n'aura de cesse qui les aura trouvés. Allons, allons, dit le baron. Nous n'avons que peu de temps et la souffrance est vive. Ne vous forcez point à cela, mon cher duc. Le baron se tourna vers Peter, penché sur l'épaule de Leto. Peter n'a pas tous ses outils ici, mais je suis bien certain qu'il peut improviser. Parfois, l'improvisation est bien meilleure, baron. Cette voix soyeuse, insinuante, elle était tout près de son oreille. Vous aviez un plan d'alerte? Vous avez envoyé votre femme et le garçon? Vous n'avez plus votre anneau. Est-ce le garçon qui l'a maintenant? Le baron se tut, regarda droit dans les yeux de Leto. Vous ne répondez pas. Allez donc vous me forcer à faire une chose que je ne souhaite pas? Peter usera de méthodes simples, directes. J'admets que, bien souvent, ce sont les meilleures, mais il n'est pas bien, non, pas bien que vous y soyez soumis. Fer rouge dans le dos ou, peut-être sur les paupières, dit Peter, ou sur d'autres parties du corps. C'est tout particulièrement efficace lorsque le sujet ignore à quel endroit va se poser le fer la prochaine fois. Bonne méthode. Il y a une certaine beauté dans la disposition des cicatrices blanches sur la peau, n'est-ce pas, baron? Ravissante, dit le baron, et sa voix était pleine d'aigreur. Ses doigts qui touchent. Le regard de Leto ne quitta pas les mains grasses, les bijoux brillants sur les doigts de bébé qui étreignaient les choses. Les cris de souffrance qui venaient de derrière la porte mordaient dans les nerfs du duc. Qui ont-ils capturé? Est-ce Idaho? Croyez-moi, mon cher cousin, je ne désire pas en arriver là. Pensez à des messagers courant le long des nerfs, en quête d'une aide et qui ne peut venir, dit Peter. Il y a de cela de la beauté, voyez-vous. Quel magnifique artiste tu fais, grommela le baron. À présent, aie la décence de rester silencieux. Soudain, des paroles de Guerney Alec traversèrent l'esprit du duc. Il avait dit une fois en voyant un portrait du baron, et, debout sur le fond sableux de la mer, je vis une bête surgir, et je vis sur les têtes son nom. Blasphème. Nous perdons du temps, baron, dit Peter. Peut-être. Le baron hocha la tête. Mon cher Leto, vous savez bien que vous finirez par nous dire où ils sont. Il existe un degré de souffrance qui aura raison de vous. Il a raison. Très probablement, pensa Leto. Seulement il y a là-dedans, et le fait que j'ignore vraiment où il se trouve. Le baron se découpa un morceau de viande. Il le mit dans sa bouche, le mâcha lentement et déglutit. Il faut essayer autre chose, songea-t-il. Contemple ce prisonnier qui nie être à vendre, dit le baron. Contemple-le, Peter. Et le baron pensait, oui, regarde-le, cet homme qui croit que l'on ne peut l'acheter.
regarde-le, partagé entre des millions de parts de lui-même vendues au détail à chaque seconde de son existence. Si tu le prenais en cet instant, si tu le secouais, tu entendrais un bruit de grelots. Vide, vendu, qu'il meure de telle ou telle façon. Maintenant, quelle différence cela fait-il? Derrière la porte, les croassements de grenouilles se turent. Ouman Koudou, le capitaine des gardes, apparut sur le seuil et secoua la tête. Le prisonnier n'avait rien révélé. Un autre échec. Il était temps de cesser de jouer avec cet idiot de duc, ce pauvre fou qui ne réalisait pas que l'enfer était si près de lui. Un air d'épaisseur. Cette pensée ramena le calme dans l'esprit du baron, triompha de sa répugnance à voir un de ces êtres de sang royal soumis à la souffrance. Il se découvrit tout à coup dans l'aspect d'un chirurgien tranchant, insistant sans cesse, ôtant leur masque aux fous, mettant au jour l'enfer. Des lapins, tous des lapins. Il fuyait devant le carnivore. Leto leva les yeux vers l'extrémité de la table, se demandant pourquoi il attendait encore. L'Adam aurait si rapidement raison de tout ça. Pourtant, sa vie avait été agréable pour la plus grande part. Il se souvenait d'un cerf-volant dans le ciel de Caladan, bleu comme un coquillage, de Paul qui riait, et du soleil de l'aube, ici sur Arrakis, des stries de couleurs sur le bouclier estampé par la brume de poussière. Quel dommage, murmura le baron. Il repoussa son siège, se leva avec l'aide de ses suspendeurs, puis hésita. Il avait décelé un changement soudain dans le duc. Il le vit respirer à fond. Ses joues se raidirent. Un muscle frémit comme le duc claquait violemment en mâchoire. Il a peur, songea le baron. Effrayé à la pensée que le baron puisse lui échapper, Leto mordit sauvagement la capsule. Il la sentit se briser. Il ouvrit la bouche et souffla la vapeur dont il avait le goût sur la langue. Le baron devint plus petit, s'enfonça dans un tunnel qui allait se rétrécissant. Leto entendit un hoquet près de son oreille, la voix soyeuse « Peter ». Lui aussi, je l'ai eu. « Peter, qu'y a-t-il » La voix grondait très loin. Leto sentit rouler, tourbillonner les souvenirs. La pièce, la table, le baron, deux yeux terrifiés bleus, tout se fondit dans une destruction symétrique. Un homme au menton aigu tombait. L'homme joué avait le nez brisé. Un métronome figé à jamais. Un fracas, un grondement, son esprit tournait sans fin, percevait tout. Tout ce qui avait été cri, souffle, chuchotement, tout. Une pensée demeurait en lui. Leto la vit s'inscrire sur des raies de noirceur. Lumière informe. Le jour modèle la chair et la chair modèle le jour. La pensée le frappa comme une intensité que jamais, il le savait, il ne pourrait expliquer. Silence. Le baron s'appuyait contre sa porte privée. Il venait de la refermer sur une pièce emplie de cadavres. Déjà des gardes l'entouraient. L'ai-je respiré ? Se demanda-t-il. Est-ce que cela m'a atteint moi aussi ? Les sons revenaient, et la raison. Il entendait que quelqu'un hurlait des ordres. « Masque à gaz, fermez cette porte ! Souffleur !» Ils sont tombés très vite, se dit-il. Je suis encore debout, je respire toujours. Enfer, c'était juste. Il parvenait à analyser ce qui s'était passé, maintenant. Son bouclier avait été activé, au degré minime, certes, mais cela avait suffi pour ralentir l'échange moléculaire au travers du champ énergétique. Il s'était écarté de la table. Et puis il avait eu ce hoquet de Peter qui avait provoqué cette intervention du capitaine des gardes et sa mort. La chance et l'alerte donnée par le hoquet d'un homme mourant, cela avait suffi pour le sauver. Il ne ressentait aucune gratitude envers Peter. Cet idiot était mort en même temps que le stupide capitaine des gardes. Tous ceux qui avaient été mis en présence du baron étaient sondés, disait-il. Comment le duc avait-il pu ? Pas le moindre avertissement. Le goût de poison lui-même n'avait pas réagi jusqu'à ce qu'il fût trop tard. Comment était-ce possible ? Aucune importance maintenant, songea le baron.
comme son esprit devenait plus ferme, le nouveau capitaine des gardes arriva bien à trouver une réponse. Il perçut un redoublement d'activité, de l'autre côté de cette pièce où régnait la mort. Il s'écarta de la porte et son regard courut vers les laquais autour de lui. Il le dévisageait en silence, attendant ses ordres, guettant sa réaction. Le baron sera-t-il furieux ? Le baron prenait seulement conscience que quelques secondes à peine s'étaient écoulées depuis qu'il s'était échappé de cette terrible pièce. Certains des gardes avaient encore leurs armes braquées vers la porte. D'autres dirigeaient leur férocité sur le couloir vide d'où venaient les bruits d'agitation, maintenant. Un homme apparut à l'angle. Un masque à gaz pendait à son cou. Ses yeux ne quittaient pas les indicateurs de poison alignés au long du couloir. Son visage était plat sous sa chevelure jaune. Ses yeux étaient intenses, verts. De fines rides irradiaient de sa bouche aux lèvres minces. Il évoquait quelques créatures marines perdues sur la terre ferme. Le baron, en le regardant approcher, se souvint de son nom. Néphud. Yakin Néphud. Caporal de la garde. Néphud était intoxiqué par la sémuta, ce mélange de drogue et de musique qui agissait au niveau le plus profond de la conscience. Précieuse information. Néphud s'arrêta devant lui et salua. « Le couloir est sûr, monseigneur. Je montais la garde à l'extérieur, et j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un gaz létal. Les ventilateurs de la pièce puisaient l'air de ces couloirs. » Il leva les yeux vers un détecteur placé au-dessus du baron. Il ne restait plus une seule trace du gaz maintenant. La pièce a été assainie. Quels sont vos ordres ? Le baron reconnut la voix. C'est celle qui avait lancé des ordres, un instant plus tôt. Un homme efficace, ce caporal. Ils sont tous morts ? Demanda-t-il. Oui, monseigneur. Eh bien, il faut nous adapter, dit-il. Tout d'abord, laissez-moi vous féliciter, Néphud. Vous êtes maintenant capitaine de mes gardes, et j'espère que vous apprendrez par cœur cette leçon qu'est la mort de votre prédécesseur. Le baron put sentir cheminer la conscience de cette situation nouvelle dans l'esprit de Néphud. Jamais plus il ne manquerait de ses mutas. Le garde acquiesça. Monseigneur sait que je me dévouerai totalement à sa sécurité. Oui, à ce propos, je pense que le duc avait quelque chose dans la bouche. Découvrez ce que c'était, comment cela a été utilisé et qui a pu l'aider. Prenez toutes les précautions. Il s'interrompit. Le train de ses pensées venait d'être disloqué par un remue-ménage dans le couloir, derrière lui. Des gardes postés dans l'ascenseur qui reliait cet étage au niveau inférieur de la frégate essayaient de contenir un grand colonel Bachar qui venait d'émerger de la cabine. Le baron ne parvenait pas à situer ce visage mince, cette bouche pareille à une fente de cuir. Le baron ne parvenait pas à situer ce visage mince, cette bouche pareille à une fente dans du cuir, ces petits yeux d'encre. « Écartez vos mains, mangeurs de charognes !» rugit le personnage en bondissant hors de la portée des gardes. « C'est l'un des Sardaukars, » pensa le baron. Le colonel Bachar s'avançait vers lui, et les yeux du baron devinrent deux fentes pleines d'appréhension. Les Sardaukars provoquaient en lui un malaise. Ils semblaient tous avoir un quelconque lien de parenté avec le duc. Feu, le duc. Et la façon dont ils se comportaient avec le baron. Le Sardaukar vint se planter à un pas du baron, les mains sur les hanches. Derrière lui, les gardes hésitaient. Le baron remarqua que l'homme ne le saluait pas, et que ses façons étaient imprégnées de mépris. Son malaise n'en devint que plus grand. Une seule légion de Sardaukars, 10 brigades, était venue renforcer les légions d'Harkonnen. Mais le baron ne se faisait pas d'illusions. Cette unique légion pouvait très bien se retourner contre eux et triompher. « Dites à vos hommes de ne pas essayer de m'empêcher de vous voir, baron, » gronda le Sardaukar. « Quant aux miens, ils vous ont livré le duc d'Atreid avant que j'aie pu discuter avec vous du sort qui lui était réservé. Nous allons le faire maintenant. Je ne dois pas perdre la face devant mes hommes, se dit le baron. Vraiment ? Sa voix était froide, parfaitement contrôlée, et le baron en ressentit de la fierté. Mon empereur m'a chargé de m'assurer que son royal cousin périrait proprement, sans souffrance, dit le colonel Bachar. Tels étaient les ordres impérieux que j'ai reçus, dit le baron. Pensiez-vous que je n'allais pas leur obéir ?
Je crois rapporter à l'empereur ce que j'ai vu de mes propres yeux. Le duc était déjà mort, lança le baron. Il levait la main pour congédier le Sardoukar. Celui-ci demeura immobile devant lui. Il ne fit pas le moindre mouvement, n'eut pas le moindre regard qui puisse lui donner à penser qu'ils avaient enregistré ce geste. Comment en gronda-t-il? Vraiment, pensa le baron. En voilà assez. De sa propre main, si vous tenez à le savoir. Il a absorbé du poison. Je veux voir le corps maintenant. Feignant l'exaspération, le baron leva les yeux vers le plafond. Mais ses pensées s'accéléraient. Damnation! Ce Sardoukar à l'œil acéré va pénétrer dans la pièce sans que rien n'ait bougé. Je veux le voir maintenant, répéta le Sardoukar. Impossible d'y échapper, se dit le baron. Il va tout voir. Il va découvrir que le duc a tué des hommes d'Harkonnen, et que le baron s'en est tiré de justesse. Les reliefs du repas étaient une preuve, au même titre que le duc mort au centre de ce massacre. Impossible d'y échapper. Vous ne m'évincerez pas, dit le colonel Bachar d'un ton grinçant. Nul ne veut vous évincer, répliqua le baron en regardant dans les yeux d'obsidienne de son interlocuteur. Je ne cache rien à l'empereur. Il inclina la tête à l'intention de Néphud. Le colonel Bachar doit tout vérifier, immédiatement. Introduisez-le par la porte devant laquelle vous étiez posté, Néphud. Par ici, colonel, dit Néphud. Lentement, insolemment, le Sardoukar contourna le baron et se fraya un chemin entre les gardes. Insupportable, songea le baron. À présent, l'empereur sera au courant de cette faute. Il la jugera comme un signe de faiblesse. Et il était effrayant de se dire que l'empereur et ce Sardoukar étaient identiques dans leur mépris de toute faiblesse. Le baron se mordit la lèvre. Au moins, l'empereur n'avait rien su du raid des Astraides sur Gemini Prime et de la destruction des entrepôts d'épices d'Harkonnen. Maudit soit ce perfide duc. Le baron regardait s'éloigner l'arrogant Sardoukar et l'efficient Néphud. Il faut nous adapter. Je devrais remettre Raban sur cette satanée planète. Sans restriction, il va me falloir payer de mon sang d'Harkonnen pour que Arrakis soit en mesure d'accepter Feyd-Rautha. Maudit Peter. Il a fallu qu'il se fasse tuer avant que j'en ai fini avec lui. Il soupira. Je dois maintenant demander un nouveau manta à Télélax. Il y en a certain un de près pour moi, dès maintenant. Près de lui, un garde tout sauta. Il se retourna. J'ai faim. Oui, monseigneur. Je désire aussi que l'on me divertisse pendant que cette pièce est nettoyée et que ses secrets soient examinés. Le garde baissa les yeux. Quel divertissement souhaiterait monseigneur? Je me rends dans ma chambre. Amenez-moi ce jeune homme que nous avons acheté sur Gamon et qui a des yeux adorables. Droguez-le surtout. Je n'ai pas envie de lutter. Oui, monseigneur. Le baron se détourna et prit le chemin de sa chambre, soutenu par les suspenseurs qui lui conféraient une démarche sautillante. Oui, se disait-il, celui qui a des yeux adorables et qui ressemble tant au jeune Paul d'Astréide.